Cette fin, elle n'est pas comme on s'y attendait, donc forcément, il faut le temps de la digérer un petit peu. Nous, on n'a qu'à se poser 2-3 questions. Si oui, mais il y a tellement de choses dans ce film qu'on aime beaucoup, qu'on a découvert à Cannes, là, et qui nous a... Enfin, je sais qu'Hervé et moi, quand on a vu ton film, on est resté complètement... on est resté scotché, parce qu'on est dans un système, dans le cinéma français, où souvent c'est un peu un cinéma un peu... Très bon, il y a des très bons films, mais plus naturalistes. Et toi, là, tu pars dans quelque chose de fou en même temps dans l'écriture. Raconte-nous un peu ce projet d'écriture là sur ce film-là, parce que c'est énorme quand même. Déjà, juste parce que les gens ils sont dedans, donc je vais te raconter. Oui. Mais pour vous dire, c'était important pour moi que le film il se termine pas bien. C'était important qu'on croit que ce soit une comédie, que c'en est une, qu'on rit. Mais en fait, c'est quand même sérieux. Et le fait que malheureusement le chien soit tué, je trouvais ça le plus important puisqu'il va nous manquer. Alors qu'on aurait réussi, ça aurait été différent, je trouve. Alors c'est pas une fin négative parce qu'effectivement les deux femmes, elles vont mieux, mais le chien il y passe, ouais. Désolée. C'était aussi que, comme je le dis à la fin, vous voyez, un chien c'est un ancien loup. Un loup que nous, on a fait évoluer, on a modelé, on a façonné pour qu'il nous corresponde pour être notre meilleur ami. Et on les adore, il n'y a pas de problème. Et dès qu'ils ont un comportement qui ne nous correspond pas, actuellement, on les tue. Mais en tout cas, c'est parce qu'on les a modelés. Et c'est vrai qu'actuellement, pour moi, le chien ici, c'est aussi, en plus d'être un chien magnifique et incroyable, c'est aussi un représentant des autres espèces. Autre que humaine, qu'on traite de cette manière-là, on prend ce qui nous correspond, ce qui nous va, sans faire trop attention aux besoins des végétaux ou des animaux et qui finalement peut-être s'abîment. Et donc c'était important, vu notre rapport en tant qu'humain aux autres espèces, c'était important de ne pas être plus optimiste, enfin pas forcément pessimiste non plus, juste pas optimiste, que la réalité. Mais enfin, c'est juste pour vous parler de la fin, parce que je sais que voilà, c'est quand même, vous devez peut-être m'en vouloir un peu, donc je me suis dit bon, on va trouver la petite directe. Il y a une hypersensibilité dans ce film que tu as, voilà, en général, et que tu transmets dans ce film tout le temps, voilà. Et d'où voilà la question de savoir pourquoi, à partir de quel moment donné, tu as eu envie de faire ce film et de traiter ce sujet. Oui, on est venu me voir et on m'a dit peut-être si je faisais une pièce avec un cheval, j'étais seule sur scène avec un cheval. Et c'est une pièce que j'aime beaucoup, qui a tourné beaucoup, qui était un espèce de conte comme ça philosophique d'une femme qui décide de quitter le monde des humains et d'essayer de vivre en couple avec un cheval. Bon, c'est pas très malin parce que évidemment on sait bien que c'est sûrement pas bien possible, mais elle y croit, etc., etc. Donc j'étais en train de jouer ça avec le cheval, et quelqu'un m'a dit si tu peux faire ça, à mon avis tu peux faire un film, si tu peux travailler avec un cheval, tu peux faire un film. Donc on m'a dit ça, et quelques jours après, j'avais une femme qui est venue me voir qui m'a raconté un procès autour d'un chien. Donc le chien, il n'était pas comme il avait mordu une femme au visage, une femme portugaise d'ailleurs. Mais c'est son maître qui était en procès, puisque le chien avait assimilé à une chose. Et ce procès, il avait en fait créé beaucoup de désordre, beaucoup de déchirements dans la ville. Les gens s'étaient vraiment opposés très fermement, et pour le chien, et pour la femme, contre le chien. Il y avait des manifestations, il y avait eu des pétitions. C'était où ça? Je ne peux pas trop le dire. Ouais, ah oui, mais il y a eu des appels les uns après les autres. Ouais. Et effectivement, c'est un cas qui allait jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Ah ouais. Vraiment, comme c'est dit à la fin. Et malgré qu'il y avait un appel en cours à la Cour européenne des droits de l'homme, il y a vraiment la chef de la police de la ville
qui a fait euthanasier en douce le chien dans la nuit. C'est vraiment arrivé ça. Et c'était quelque chose qui était illégal, elle n'avait pas le droit de le faire. Et pour que quelqu'un fasse quelque chose d'aussi illégal, ça voulait dire qu'elle sentait le danger de ce truc-là. Parce que le statut animal, effectivement, il n'est pas clair. Et il est à définir, et comme tous les trucs qui sont un peu fous, bah, ça fout la pagaille, tout le monde est vachement passionné avec ça. Et enfin, je trouve que c'était incroyable les conséquences que ça avait eu en fait. Et je me suis dit, mais bon, un chien, on sait très bien que c'est pas une chose, un bien en fait. C'est un bien, c'est pas une chose. Mais bon, moi j'ai une chose que c'est plus simple, plus rigolo. Et un chien, c'est pas une chose, ça on le sait. On voit un chien, on va bien que c'est pas une chose. Donc il suffirait qu'une avocate prouve que le chien n'est pas une chose pour qu'un juge puisse dire « Ah, c'est pas une chose, donc c'est possiblement un individu, donc ça veut dire que il faudrait le juger sur la responsabilité de ses actes dans la morsure, donc il faut faire le procès du chien. » Et là, on tombe dans la comédie avec la justice qui essaie de juger ce pauvre chien qui galère. Enfin, je trouvais ça pouvait être drôle, il pouvait y avoir des moments vraiment fous. Et en même temps, on pouvait aussi parler des vraies questions de fond, quoi, discretos, sans appuyer, sans que ce soit lourd pour vous, que vous passiez quand même une bonne soirée, etc. Voilà, voilà. Merci. Et tout ça, t'as mis combien de temps pour monter ce projet de film? J'ai commencé à écrire. Ah bah, il y a mon producteur Thomas qui est là, Thomas, mon producteur français. Ah oui, non, mais ça serait vachement bien. On a la chance, on a le producteur et il se trouve qu'il est de Rouen. Voilà. C'est vrai, c'est un mec du cru. Thomas, un homme du cru. Thomas, tiens, mon micro. Et donc pendant... Est-ce qu'il y a peut-être ta maman dans la salle, non? Oui, elle est là. La maman est là, c'est une fidèle du festival. Et voilà. Tous ceux qui connaissent sa maman peuvent venir aussi. Et non, mais c'est à peu près 1 an et demi, 2 ans à écrire, entre les allers-retours qu'on faisait. Après, il a fallu convaincre les chaînes, mais ça vous en parlera mieux que moi en fait. Je suis pas sûr que ça soit passionnant. Ah bah je sais pas, je sais rien. Combien ça coûte un film, vous voulez savoir? Ah bah nous, ça nous intéresse toujours. On va dire environ 4 millions. Et après, un peu moins. Thomas, on est toujours dans cette problématique de nous, quand on fait des débats et on aime bien parler aussi de fric et de la c'est le nerf de la guerre. Et d'ailleurs, on a remarqué que pas de fric, pas de tableau derrière le juge. On a remarqué que le film était coproduit par des gens qu'on aime beaucoup. Lionel Bayer, qu'on a reçu ici, qu'on adore. C'est la meilleure. Et Bron, qui est un très grand documentariste. Grande société de production. Ah bah oui, mais on travaille. Bande à part. Bande à part. Voilà. Et donc, du coup, c'était quand même pas mal de sous. Il a fallu aller dans les 2 pays chercher ça. C'est vrai que moi, j'avais jamais rien réalisé en plus. Donc, il a fallu vachement me défendre. Je ne savais pas ce que je savais faire, ni moi non plus. Et heureusement, j'ai des mecs qui m'ont poussé. T'avais pas fait le court-métrage de choses avant ou... Rien touché. Ouais, voilà, ok. Du théâtre un peu. Non, j'avais écrit des pièces, donc j'avais peut-être un univers visuel et tout, mais j'avais jamais fait tout ça. Non. Et sur le casting, justement, il y a aussi des... Les acteurs, quand même, ils sont venus facilement, non? Ouais. Oui. Tout de suite, c'est le scénario qui a convaincu. Ouais. C'est toi, le scénario, qui a convaincu les acteurs, les partenaires financiers. Ça leur semblait comme... Bon, un an après, on a fait des rendez-vous. Franchement, on pensait pas qu'on allait les avoir. On les a eus, parce que tu as dû lui appeler derrière, je pense. Mais voilà, il est fort. Mais en vrai... Avec une sélection à Cannes. Ah ouais, après, certains regardent. Il y a longtemps, il y a pas longtemps, à la suite d'un long processus de 4 ans. Sélection à Cannes, alors que le film n'était pas fini. Je dormais plus depuis 1 an, j'étais comme ça. On s'appelait, des fois ils me disaient « Ah, la quinzaine, ils trouvent ça nul, ça les fait pas rire. » Merde. À la semaine, ils aiment bien, mais bon, sans plus. Merde. Ah bah non, Thierry Frémaux, lui, par contre. Je dis « Ah bon ?» Sven aimait bien aussi, hein. Je pense qu'on était en concurrence entre les deux. Voilà. Bon, et en tout cas... Et le film existe, et là... Tout ça pour vous dire que j'étais crevée, je dormais plus, et puis enfin, c'était vraiment assez long, à toute la fin. Et on m'a dit qu'on était pris à Cannes. Et je crois que j'ai même pas été... Genre, je fais « Ah, c'est cool !» J'étais tellement fatiguée que ça m'a soulagée. Ah oui, j'étais contente, je me souviens. Genre, j'étais content, très contente. Je fais « Ah ouais, d'accord, bah, je vais aller déjeuner. » Et t'étais en Suisse, je crois, dans un... Bien sûr, que j'avais pas filmé. T'étais en Suisse, dans la campagne. La campagne.
Bah, bien sûr. Bonsoir, merci beaucoup pour le film. J'ai une question un peu technique en soi. Comment on caste le chien? C'est une question que tout le monde se pose. Et bien, avec le frère de Thomas, avec Mathieu, on est parti visiter des gens qui travaillaient avec les animaux pour le cinéma. On allait un peu partout en France et tout ça. Et on a rencontré plein de chiens, plein de maîtres chiens. On ne trouvait pas. Et je passe à la radio, je faisais la promo pour un film et je dis oh là là, je suis désolée, je suis crevée, j'ai passé la journée en casting de chiens. Et en fait, les éleveurs m'ont entendu à la radio, ils m'ont écrit un message et je suis allée sur leur site, moi je ne les connaissais pas. Et j'ai vu tous leurs chiens, et notamment Cody, que vous avez vu là, qui est un chien au départ, un chien des rues, qui a grandi, qui est donc chiot dans la rue, sûrement d'enfants, de parents de la rue, parce que c'est quand même un bâtard à 12 races. Je pense que c'est pas tellement un chien de... Enfin voilà, voilà c'est un grand mélange, donc je pense que c'est un peu, voilà, chien free quoi. Et qui a été récupéré en refuge, puis il a commencé à travailler avec Juliette, elle faisait des spectacles. Elle a gagné un incroyable talent avec un autre chien, mais elle faisait des petits spectacles avec... Ils ont commencé à faire du théâtre en fait. Donc ils vivent en troupe avec leurs chiens, avec leurs animaux. Et ils sont venus faire un casting de chiens à la maison, ils ont ramené 4 chiens. Moi j'avais déjà flashé sur Cody en fait. Il y avait aussi des border collies, pas mal de border collies de pas mal de couleurs, qui étaient très très mignons, mais peut-être moins sales, quoi, enfin moins impurs que Cosmos, quoi, que Cody. Et ça m'a tout de suite, j'ai tout de suite su que c'était lui. Enfin, après, il y a des choses qu'il ne savait pas faire. Il y avait quelque chose qui était important pour le scénario, c'est que le chien puisse hurler comme un loup, là. Le chien ne savait pas faire ça, donc on regardait avec les effets spéciaux. Ça coûte super cher, on sait comment on va faire et tout, nanana. Et puis tout d'un coup, ils ont réussi à déclencher ça chez le chien. Ils ont essayé plein de trucs. Et le truc qui a déclenché, je ne sais pas comment ils ont guidé, c'est d'imiter un chaton affamé. Donc je peux essayer de vous le faire avec une licence limitée, comme ça. Et ça fait en face. Donc on a été sauvés, mais genre une semaine avant le début du tournage, enfin vraiment très peu. Mais sinon, franchement, travailler avec un chien, moi je trouve ça génial avec ces dresseurs-là. Il y avait une super ambiance sur le plateau, on avait beaucoup préparé, beaucoup répété. Et voilà, mais je sens qu'il y a encore une nouvelle question sur les chiens. Sur les femmes peut-être. Ma question tourne autour de la scène très violente où le chien vous agresse dans la forêt. Comment vous avez pu fabriquer cette scène? D'où elle sort? Et deuxième question, pourquoi avoir changé son nom? Faut pas... Bon, ça c'est trop bizarre comme question, je trouve, pardon. Hein. C'est juste quand un acteur il joue, bah, on regarde pas son prénom. Donc pourquoi on le ferait avec un chien C'est quand même un acteur, il est sur l'affiche, il a son nom sur l'affiche au générique. Il sait qui joue, quand on dit couper, il s'arrête de jouer, il se passe une seconde de plus, il attend son tranquille. Donc il sait qui joue, donc c'est un personnage, c'est Cosmos. Cosmos aussi c'est un beau prénom, enfin c'est quelque chose de très large, qui touche c'est un espace avec plein de choses dedans différentes, enfin, qui inclut tout, c'est le bordel, enfin, j'aime bien aussi ce mot. Et la première question, c'était à cause de la scène de la bagarre. Et bien, j'ai des protections sous mon pull. On a répété avec le chien, pas mal. Et aussi, à certains moments, la dresseuse me double. Avec une perruque, le jean, la même tenue. Mais on était juste fatigués avec le chien, c'est notre dernier jour de travail. Et je crois que ça demande beaucoup d'efforts de travailler avec les humains. Et il était vraiment comme ça et tout. On devait tout donner. Et on s'est pas fait mal, ça s'en est sorti. Mais oui, c'était pas si dur. C'est jouissif d'arriver à faire ça avec un chien en fait. Parce que là, on est vraiment comme deux partenaires. Ouais. Donc voilà. Et par contre, quand je faisais aïe, il s'arrêtait. Je voulais vous dire que je vous ai du coup adoré en tant que réalisatrice et actrice ce soir. Merci. Vous avez ramené beaucoup de choses que j'aime, c'est-à-dire le rire et les pleurs, parce que j'ai pleuré à la fin. Je me suis fait avoir.
Et donc ça, c'était pour vous complimenter de votre premier film. Vous pouvez être fiers vraiment de vous. Merci. Parce que enfin, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, c'était vraiment un très très bon film. Je sais pas si vous étiez là pendant la projection. Vous avez entendu les rires ou pas? Non, vous avez bien rigolé? Ah, on a ri. Parce que ça a beaucoup ri dans la salle. C'est quoi votre moment préféré? Vous allez me dire Ah, il y en a après? eu plein, il y en a eu plein, tellement. Moi, c'est dans la voiture, quand le chien et Jean-Pascal chantent Véronique Et que vous Sanson. regardez, C'est ça mon passage Jean-Pascal préféré. Zadi. Ouais, très drôle. Et avec Les touches. les touches. Poulet triste. C'est énorme. Alors ça veut dire quoi poulet triste, vous croyez? C'est ça. Et moi, donc j'ai quand même une petite question. Bien sûr. Le choix musical, la première musique, une des premières du film, enfin le générique, j'ai reconnu une musique que j'aime beaucoup, que j'ai découvert il y a peu de temps dans une série avec Vincent Lindon. Ah, Ah bah oui, je suis désolée. Dès que je la raconte l'histoire du CNC ou pas? Ah oui, Il faut c'est quoi avant quand l'histoire? même la musique, c'est ça qui est fou. Alors voilà. C'est ça qui n'existait la pas. poule ou l'œuf en premier? Alors, moi, j'ai une hypothèse, mais personne ne peut la vérifier. Si ça se trouve, je suis une langue de pute. Mais je la dis quand même, non? Avec le producteur français, on a présenté l'aide de production du CNC. CNC, Centre National du Cinéma, truc public. Et donc, je donne mon scénario, et moi j'écoutais déjà cette musique en écrivant, et je l'avais mise dans mon scénario. À ce moment-là, N.I.M., La Savès, qui est un petit groupe toulousain que personne ne connaît, quoi. Enfin, pas grand monde, ils avaient un groupe qui s'appelait les Dodo avant, mais qui était plus du punk. Et mon chef de jury, c'était Xavier Janoli, donc qui a réalisé cette série de Vrai de sang. Et je ne sais pas si c'est un hasard, ou si il est vraiment très méticuleux quand il lit les scénarios, qu'il écoute les musiques. On ne saura jamais. Donc c'est peut-être que je me suis fait doubler, ou pas, ou c'est juste un hasard, et je sais pas. Et tout le reste, c'était vous qui avez choisi? Bah, il y a plusieurs trucs. Il y a un musicien qui a travaillé sur le film. Ta-da-da-da. Les flûtes, tout ça, tous les airs qui arrivent, c'est lui qui a composé. Il y a Bertrand Belin à la fin, qui joue dans le roman de Jim avec moi. Flavien Berger. Flavien Berger, qui fait. J'ai juste une petite musique, en fait, dans la scène des voisins, ouais. Vous savez, quand elle raconte les éoliennes, mais un chien c'est pas une chose, il a coupé le chien en deux. Voilà. Et c'est une petite musique de Flavien Berger, qui est cool. Et puis sinon, il y a beaucoup de classiques. Et ça, c'est venu parce qu'on n'arrivait pas à faire une musique originale qui aille avec ces moments-là. C'est des moments qui sont un peu parodiques. Donc l'arrivée du comité éthique, quand Avril fait les tests avec le chien. C'est que des moments où l'humour il est un peu poussé, quoi, je veux dire. Et une musique un peu trop bête ou mignonne ou rigolote comme ça marchait pas. Et le truc qui marchait, c'était Mozart, Beethoven, Rachmaninoff, parce qu'ils amenaient trop d'ampleur. Du coup, c'était drôle, mais ils amenaient quand même de l'ampleur, quoi. Ça, c'est mon monteur son qui a trouvé ça, ouais. Sinon, c'est tout, je crois. Oui, bonjour. Alors, bonjour. Déjà, je vais rebondir sur votre remarque. Ce qui est très plaisant, c'est l'humour et l'humour décalé. Et à travers l'humour, en fait, vous passez beaucoup de messages profonds. Merci. Donc, merci. Merci à vous. Je voulais aussi vous faire un compliment. Je vous adore comme actrice. Je vous ai remarqué dans les films de Justine Triet depuis le début. Ah ouais, le court-métrage. Pas le court-métrage, non, mais la bataille de Solferino. C'est tout? Vous n'en avez pas fait un autre avec elle? J'ai fait un cours avant, mais pas de long. Ah, d'accord. En tout cas, voilà, j'avais été enthousiasmée par votre présence. 2012, 2010 2013. 2013. Oui, c'est après les élections de 2012. Oui, oui. 2013. Et vous êtes atypique dans votre interprétation, à la fois spontanée, vous avez des visages très différents. Ouais, et vous êtes c'est vrai. une excellente actrice. Et il y a plein de choses qui se passent vraiment Merci. à travers votre jeu. Et on le retrouve dans le film. Voilà. Et je voulais... ça, c'était la partie compliment. Allez-y. Et la c'est partie question, ça fait toujours D'accord. plaisir. La partie question, c'est... Il y a un acteur hollywoodien du temps du muet, W.C. Field, qui disait « Il n'y a pas plus dur à diriger qu'un chien et un enfant ». Et il avait horreur de jouer avec un chien ou un enfant qui, de par leur spontanéité, leur photogénie,
captait toute l'attention. Et vous avez réussi le tour de force de donner un grand rôle au chien et un grand rôle aussi au petit garçon, enfin admirable. Et je voulais vous demander comment vous avez quand même dirigé le chien, quand même, et dirigé le garçon, et puis ensuite les acteurs, mais disons que c'est plus classique. Mais disons qu'il y a aussi, c'est un enfant, un chien, un François Damiens. Oui, je suis toujours étonnée. Je pense que j'imagine, par exemple, au moment du muet, c'est aussi de la pellicule. Je pense que pour monter, c'était plus dur. Nous, les rushs, on les a... Il y a quand même moyen de choisir des bons trucs chez chacun, quoi, que peut-être à l'époque, il y avait moins. Je ne sais pas pourquoi les animaux et les enfants ont aussi mauvaise réputation. Je les trouve assez motivés, à vrai dire, enfin ceux qui étaient là avec nous. Comment on dirige un chien? Eh bien, on parle avec le dresseur, on apprend à connaître le chien, on réécrit pour lui, on classe les actions du chien, il y en avait 100 par ordre de difficulté, de 5 à 1. Quand c'est 5, il faut réécrire, quand c'est 1, c'est cool. Et entre deux, il faut répéter. Et on fait en sorte surtout que le chien soit bien, donc qu'il ne travaille pas trop longtemps dans la journée, donc c'était avec des longues pauses entre, il peut aller faire des balades, qu'il ait sa loge, son endroit sur le plateau où personne ne l'embête, que personne qui ne joue pas avec lui le touche ou le caresse ou l'appelle pour ne pas l'épuiser, et lui montrer qu'on l'adore. Et je crois qu'il faut prendre des chiens, toujours Juliette, il faut prendre des chiens gourmands. Des chiens qui ont envie de déconner, ils ont super envie de bouffer. Et donc, comme ça, dans les moments difficiles, c'est pas du tout une règle, mais dans les moments difficiles, les croquettes, ça aide pas mal. Les enfants, pareil. Non, les enfants, c'est beaucoup de travail, mais c'est aussi pas mal de montage. On a fait pas mal de versions de l'enfant c'est marrant parce que les gens avaient souvent un problème avec sa voix. Comme c'est un truc qui est récurrent chez le personnage principal aussi, la voix. Et c'est un truc même qu'en tant qu'actrice, on peut... C'est ma marque de fabrique peut-être, mais c'est aussi un reproche qu'on peut me faire. Ah, je supporte pas sa voix, celle-là. À la voix. C'est toujours des grosses questions de mon côté. Enfin, c'était marrant. Et plus je vois le film, plus je découvre que mon film il tourne beaucoup autour de la voix. Par exemple, quand elle a la scène d'amour avec le comportementaliste, ce qui l'a fait triper, c'est qu'il parle avec sa voix grave. J'avais jamais réalisé, j'ai réalisé ça l'autre jour en voyant. Laetitia, qu'est-ce que t'as avec les voix graves? Et. Non, bah, je sais pas, voilà, je me divague, mais. En fait, je l'ai vu le court-métrage, je l'ai vu après, c'est Mauvaise fille, mauvais garçon. Exact. C'est très bon. Très bien, ouais. Très bien, ouais. Il est sur YouTube, je pense. Vilaine fille et mauvais garçon, ouais. Voilà, Vilaine fille et mauvais garçon avec... Thomas Lévillaine et moi. 2010, ouais, pardon. Ça passe comme ça, hein, vous le savez comme moi. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, merci à tous les deux d'être présents ce soir pour nous parler de ce film. Avec plaisir. Et ensuite, je vais rejoindre ce qui a été déjà dit dans la salle. C'est un grand plaisir, une grande joie de vous retrouver en tant que comédienne dans un nouveau film. Mais c'est un plaisir encore plus grand de vous voir à la réalisation. C'est vrai? Vraiment, oui. Merci. Donc, continuez. Il faut écrire des histoires. Hein. C'est ça, des dialogues, une bonne histoire, des bons dialogues. Quoi. Alors, ils le sont. Que ce soit l'histoire ou les dialogues, ils le sont. Et justement, ma question est liée en fait au thème que vous soulevez. On pouvait s'attendre à ce que la question de la violence soit débattue, au fait que la politique soit aussi amenée sur le tapis. Par contre, sur la question de la misogynie, de la place des femmes, alors là j'ai été cueillie, je ne m'y attendais absolument pas. C'est un thème qui m'est cher. Votre film ouvre beaucoup de pistes de réflexion, pas uniquement sur ce sujet-là. Mais je me demandais comment vous en êtes venu à vouloir amener une réflexion sur la place des hommes et des femmes dans la société.
en utilisant justement l'histoire du chien pour ça? Mais je crois que voilà, j'aurais été ouvrier ou fils d'ouvrier, je serais passée par là pour parler du chien. Dans le sens, ça m'aurait fait comprendre le fait de ne pas traiter quelqu'un justement. En tant que femme, je vois que je pense que c'est ça qui m'a fait comprendre. J'ai l'impression de devoir servir à des choses, de devoir correspondre à des critères. Et du coup, ça me fait faire le lien très facilement avec ce qu'on attend ou d'un animal domestique ou d'autres espèces de la nature en général. Se servir, correspondre à nos besoins, à nos attentes, sinon au revoir, enfin, tous ces trucs-là. Donc je pense que c'est par le féminisme en fait que moi, je sais pas si c'est le féminisme, oui je suis féministe, mais c'est des problèmes, mes problèmes de personne en tant que femme, que j'en suis venue à une sensibilité par rapport aux autres espèces. Parce que justement, vous faites aussi le lien avec la place de l'homme dans la nature. Le philosophe que vous faites intervenir dans le comité éthique cite Descartes et l'homme machine. On a aussi des points de vue de différentes religions ou courants de pensée, notamment le bouddhisme. Et vous montrez très bien comment l'homme, enfin l'homme avec un grand H, hein, pas l'homme du genre masculin, utilise la nature. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas si souvent, et qu'on ne voit pas si souvent non plus dans des films soi-disant, enfin dont l'entrée est soi-disant comique. Donc je me demandais aussi si vous avez permis de faire le lien entre tous ces éléments. Le premier truc, c'est vraiment que depuis 2016, dans mon travail au théâtre, mais je fais une émission qui s'appelle Radio Arbre, je travaille autour de développer notre lien aux autres espèces et nous questionner sur ce rapport de domination, d'exploitation et trouver comment la culture elle peut amener de la pensée, poser des questions. Et donc depuis longtemps je travaille là-dessus et après j'adore la comédie moi. Et je trouve que c'est super de passer une bonne soirée quand même. C'est pas gagné tous les soirs, je sais pas. Et du coup, ça fait du bien. Et après, il y a des films dramatiques qui peuvent être très beaux et vous passez quand même une bonne soirée, même si ça vous atteint et tout, comme la fin. Mais j'avais l'impression que c'était super que tout le monde y trouve son compte et je sais pas, j'avais envie de faire des blagues pour tout le monde, des blagues un peu plus bêtes, enfin je sais pas. Selon tout le monde était dans quelle humeur étaient les gens. Et même avec ma monteuse, on a fait des projections, et on repartait en montage le lendemain, on testait les blagues, voir qui ça faisait rigoler, qui ça faisait pas rigoler, est-ce qu'il fallait remonter, enfin, il y avait des projections officielles, et il y en avait d'autres où on faisait venir des gens, genre le serveur du bar en face, des gens qu'on connaissait pas, quoi, et qui n'étaient pas forcément dans le cinéma. Et l'envie, c'était que ce soit pour tout le monde, convivial pour tout le monde. Voilà. Et c'était l'idée de traiter de questions quand même, mais simple, de façon que voilà, ça va se réfléchir tout le monde s'il veut réfléchir, rigoler s'il veut rigoler, les deux en même temps s'il veut aussi. J'ai une troisième et dernière question. Je vous ai trouvé très juste dans l'ensemble du film. Il y a des moments qui ont résonné davantage. Par exemple, lorsque vous sortez du supermarché et que l'homme vous tend la fameuse sauce tomate et qu'il vous invite à le revoir et que vous refusez en expliquant de quelle façon vous vivez, enfin votre personnage vit je vais penser à moi et je vais m'effacer. Ouais, elle dit ça, ouais, mais tu sais quoi, j'essaie toujours de te faire plaisir et moi je vais plus penser à moi, je vais m'effacer, c'est pas ta faute, je sais juste pas faire autrement. Ouais. Et vous avez d'autres phrases en fait du même type qui résonnent énormément et je me demandais quelle part, alors à la fois de vous-même en tant que personne, mais aussi par exemple de peut-être d'autres personnes de votre entourage que vous connaissez, vous aviez mis dans votre personnage. Beaucoup. Sur ma voix, sur ce genre de questions, sur parler comme je suis, sur beaucoup. Je voulais parler du cadre, du contexte.
Donc j'ai cru reconnaître la ville de Lausanne, en Suisse. Et donc moi, subjectivement, dans mon imaginaire, la Suisse, c'est la nature. Et je voulais savoir si c'était moi qui m'étais approprié ce rapport à la nature suisse. Et ça m'a influencé dès le début à me dire qu'il y allait sûrement avoir un procès juste, parce que du coup, le naturalisme entrait en jeu, l'animal, la nature. Et donc, est-ce que c'est moi qui me suis approprié ce contexte, ou est-ce que vous aussi, le contexte, le fait que ça ait lieu en Suisse, était un peu dirigé dans ce rapport à la nature globale, l'approche, l'importance de la nature? Alors, en fait, il y a un petit peu ça quand même, parce que, bon, déjà, moi, Lausanne, j'adore. Effectivement, il y a la montagne, il y a le lac, c'est quand même un truc de malade, avec la ville au milieu. Et puis, en Suisse, donc le tableau qu'il y a derrière le juge, vous devez le connaître, c'est une copie du grand tableau qu'il y a à la Confédération de je sais plus quoi, où tous les gens des cantons, ils se réunissent pour prendre plein de décisions, et ils gouvernent devant un énorme tableau de nature très grand. Et par rapport à la vraie nature, je sais pas, j'aimais bien que ce soit une ville au milieu. Depuis le début, c'était écrit une ville au milieu de la forêt, enfin avec la forêt à côté, comme si la ville elle était entourée par la forêt, qu'elle sortait de la forêt. Je sais pas, le lien avec le sauvage qui est en bordure, quoi. Après, est-ce que ça implique de la justice? Ça, je sais pas. Moi, j'ai pris le contexte pour un élément important. Oui, mais c'est important. Moi, c'était important qu'on tourne en Suisse pour moi parce que c'est un territoire qui n'est pas trop filmé. Et du coup, enfin, je sais pas si vous voyez, moi, les Suisses, quand je suis arrivée, moi, en 2004, j'ai vécu là-bas 4 ans. Il y a plein de personnages marginaux qui sont dans la rue. Les gens, ils ont des chaussures de montagne, même s'ils sont habillés chic avec, parfois. Enfin, il y a 140 langues. C'est un endroit cosmopolite. Enfin, c'est très surprenant comme ville, Lausanne. Et ça me faisait un peu penser, dans mon imaginaire, aux petites villes américaines, comme si on était dans Fargo, où on pouvait jouer avec de la fantaisie sur les costumes. Ça m'ouvrait un imaginaire de film américain, en fait. Et d'ailleurs, tu parlais de Lionel Balière, avec oui. qui est cinéaste, qui a aussi un imaginaire. Vous voyez les films de Lionel Balière, le cinéaste suisse, qui fait des choses aussi assez burlesques, comme ça aussi, sur un terrain. Et j'ai l'impression aussi que c'est aussi culturel, aussi dans le cinéma suisse. Il y a aussi ça. Moi, ce que j'aimais bien, t'as raison, dans le fait de travailler en Suisse, c'est que ça adoucissait tout d'une certaine manière. Enfin, moi, j'habite à Paris, la violence dans la rue à Paris, enfin, moi, c'est dans le métro, on ne sait jamais d'où elle va sortir, c'est peut-être la... Enfin, tout le monde peut péter un câble à n'importe quel moment, et de le décaler en Suisse, enfin, ça donnait de la fantaisie, ça amenait du conte, ça décollait de la réalité, en fait. J'aimais bien ça. Je ne sais pas en fait comment trop formuler la question, mais il me semblait qu'il y a quelque temps, il y avait eu des textes de loi qui avaient changé à propos des animaux qui ne pouvaient plus être considérés comme des meubles. Bien assimilés à des biens meubles, mais avec des doués de sensibilité. Mais c'est quand même... je crois que j'ai lu un article la semaine dernière, mais je ne l'ai pas lu en entier, parce que je n'avais pas les codes du Monde, où il parlait de la garde alternée pour les chiens. Parce qu'en fait, c'était censé être un instrument qui permettait de condamner les maîtres contre les tortures qui peuvent être faites aux animaux. Et il me semblait qu'ils avaient eu une petite progression sur le fait qu'on ne peut plus les considérer complètement comme un meuble, donc on peut plus condamner les gens en fait. Peut-être, mais en tout cas, je sais que, ne suivez pas cet exemple, mais par exemple, si vous déménagez, que vous allez en Guadeloupe, vous pouvez faire euthanasier votre chien. Ah ouais. Je sais pas en Guadeloupe, ici, quoi. Pour des déménagements, pour des raisons comme ça, on peut euthanasier son chien. Sinon, vous disiez que vous aviez tourné avec un chien, un enfant et un François Damiens. C'est quoi votre secret? C'est quoi la marque des croquettes pour le faire loucher? C'est pas dingue ce qu'il fait. Vous vous rendez compte qu'il a louché 20 jours pendant 20 jours de tournage, quand même, 24 heures sur 24, en jouant en même temps, en jouant des vrais sentiments en même temps. Mais non! C'est Monsieur Damiens, vous connaissez, enfin vous voyez. Non, quand il dit qu'il louche, il louche. Quand on lui dit t'es malvoyant, il fait d'accord. Ok. Tu tiens ça? Oui. Mais non, mais c'était incroyable. Les scènes où
cabinet, il voyait rien, et c'est comme ça, il essayait de marcher comme ça. Et les scènes où il est vraiment bouleversant, c'est ça qui me touche, c'est quand il raconte que le chien l'a sauvé du suicide et tout, avec son œil qui louche. C'est quand même. C'est fort. Ouais, c'est ça, c'est qu'il a une vraie intériorité. Mais c'est un acteur sublime, lui, hein. Ouh là là. Ouais, dans la délicatesse, ouais. Mais même dans les cow-boys, hein. Dans plein de films, dans La Famille Bélier. Ouais. Il est irrésistible. Mais Jean-Pascal Zadi aussi, il est irrésistible. Il est trop mimi. Il est un bon cinéaste. Super cinéaste. Ah ouais. Bonsoir, je vous félicite pour votre film. Ce matin, sur la radio, dans la Maison Toute Ronde, vous avez dit qu'en sortant de la projection, on tomberait amoureux de vous. Ça, je me permets pas, mais de votre cinéma, c'est certain. J'ai dit ça ? Oui, vous avez dit ça. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que le film me ressemblait vraiment et que si on voulait me draguer, enfin, je sais pas pourquoi j'ai dit ça d'ailleurs. Si on voulait me draguer, enfin, j'étais comme ça. Enfin voilà. Non, mais en tout cas, de votre cinéma, c'est sûr. Je pense que je suis pas tout seul. Et du coup, c'est un exercice que vous avez bien aimé, qui vous a fait peur. Et c'est quoi le prochain ? Ça m'a fait plaisir et ça m'a fait peur, c'est vrai, j'ai vraiment eu peur. Et vraiment eu plaisir. Et après, le prochain, putain, j'aimerais bien avoir une bonne idée, puis ça me manque et tout. Bonjour. Bonjour. Bon, tout pareil que tout le monde, hein. Je vais pas perdre un peu de salive pour dire encore plein d'éloges, ça ferait trop. Mais merci beaucoup. Et je reviens sur un parallèle qu'on a fait par rapport à la justice, donc le monde des hommes, avec un grand H et avec un petit H, les femmes, la culpabilité, la violence, et au travers de ce film qui est extrêmement drôle bien sûr, et la fin est aussi grave que le reste est drôle, je me suis permis de m'imaginer quelques liens personnellement autour de cette facilité qu'a l'homme à condamner un animal, et la difficulté qu'il a pourtant à ne pas condamner l'homme quand il est coupable ou quand il est présumé coupable ou présumé innocent, peu importe. Et en fait, cette façon de parfois même faire ressortir quelque chose d'un peu animal, comme une pulsion pour justifier certaines violences humaines, et pourtant arriver à les blâmer quand il s'agit d'un animal pour lequel, là, il y a réellement des pulsions. Et c'est un peu ce qui c'est censé nous différencier. Donc, je ne savais pas si c'était vraiment une intention de votre part. Est-ce que c'était réfléchi en écrivant et en réalisant ce film? En tout cas, c'est sûr qu'on voit le tribunal de plus en plus se faire envahir par le désordre. Ça vient du chien au départ, qui crie quand il voit son maître. Et petit à petit, c'est les gens qui interviennent de plus en plus, les avocates qui pètent un peu les câbles, enfin qui sont trop tendus. Maintenant, est-ce que c'est animal? Je sais pas, mais c'est un truc comme si on n'arrive pas à dire... Quand on n'arrive pas à nommer les choses, elles sortent par des drôles d'endroits, quoi. Et là, toute la ville, c'est la ville qui... La folie de la ville qui rentre dans le tribunal de plus en plus. Je sais pas, j'arrive pas à dire qu'on excuse les hommes. Je sais pas. En fait, ce que j'entends, moi, quand je vous écoute pas. C'est fini. Ah, c'est bon. Bonne nuit. C'est bon. J'entends, je vois le jugement rapide, moi. Il y a le jugement rapide dans les réseaux sociaux où les gens on les pulvérise, quoi. Oui, bien sûr. Et le tribunal. Et c'est vrai que moi j'adore aller au tribunal pour justement voir les gens être jugés, voir que le processus est long, il est délicat. Quand on regarde des instances, on change d'avis en tant que spectateur, je ne sais pas si on est spectateur, mais je ne sais pas comment on appelle ça, dans l'audience. Donc je dirais pas ça. Et puis en fait, pardon, mais je fais que de penser à la phrase d'une amie, une de mes amies qui est juge. Et en fait, elle a intervenu à la radio l'autre soir pour une émission, c'est Katia, et elle a dit qu'elle ne dort pas des fois pendant des mois, enfin très peu quand elle est juge, parce qu'elle a peur de prendre une mauvaise décision. Et elle disait d'abord pour juger, le truc le plus important,
pour juger, il faut savoir aimer les gens. Ce qui est l'inverse, moi je trouvais ça trop beau. Parce que c'est comme l'inverse. Moi, les gens, quand je les juge, si je les juge mal, je les éloigne et c'est fini ou on entre un petit moment. Et elle dit vraiment l'inverse. Pour juger, il faut savoir d'abord aimer les gens. Il faut voir toutes les circonstances, il faut tout comprendre. Il faut avoir la curiosité de ça. Après, votre question, je ne sais pas si je l'ai bien comprise. Non, mais c'est peut-être moi qui me... Enfin, je trouve que votre réponse est quand même pertinente, hein, loin de là de penser l'inverse. C'est toujours très intéressant. C'est simplement peut-être que je me suis exprimée sur le parallèle de la nature, du côté primitif et du jugement là qui a été fait pour le chien, où on arrive à un résultat de peine de mort. Comparé à parfois justement cette prudence qu'a l'homme dans le jugement des hommes, et pourtant l'homme dans sa propre défense peut utiliser des arguments dits primaires, primitifs, par rapport par exemple à la pulsion, etc. Les instincts en fait qui parfois sont utilisés pour défendre, et je ne critique pas du tout le travail des avocats de la défense qui sont là pour une bonne raison bien sûr, mais c'est tout ce parallèle un petit peu, ce paradoxe entre la nature, l'humain qui se confond parfois, qui se mélange pour les intérêts des uns ou des autres. On n'est pas tous logés à la même enseigne, c'est ça? Voilà, en gros. Ah ouais, c'est vrai. Après, le tribunal, vraiment, ils donnent vraiment de la peine pour essayer de juger ce chien. Ils se donnent de la peine et oui, et les Suédois, ça passe pas, c'est trop cher. Ça, c'est un vrai truc. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Alors, il se trouve que je suis avocat. Ah. Donc, je vous félicite parce que c'est drôle. Vous avez pris le contre-pied de ce qui se passe dans les prétoires, mais en même temps, en reprenant ce qui se passe dans les prétoires, c'est-à-dire que nous, avocats, nous devons prendre parti pour une cause. Donc, les deux avocats le jouent pleinement et ça, c'est vraiment goûteux. La seule chose qui m'a un petit peu gênée, c'est que effectivement le chien n'est pas une personne, c'est-à-dire n'est pas un sujet de droit, c'est un objet de droit avec un statut particulier, c'est-à-dire que c'est pas un meuble, c'est un individu, c'est une chose douée de sensibilité. Et donc à la fois le code pénal, le code en général, enfin les différents codes, je ne vais pas rentrer dans les détails, le considèrent avec un statut tout à fait particulier. Alors la seule chose qui m'a un petit peu perdue, c'est que comme on était en Suisse, c'est pas le droit civil français qui s'applique, donc là j'étais perdue sur la loi applicable. Mais c'est un détail puisque ce que vous posez fondamentalement, c'est la question de la place de l'homme. Est-ce que l'homme a le droit de tuer son prochain ou même a le droit de tuer d'autres espèces à un moment où effectivement, quand on demande à quoi sert une abeille, à quoi sert un frelon, eh ben, à la même chose qu'un homme. C'est-à-dire il existe et il doit trouver sa place dans l'univers et... Sachant qu'en plus, l'abeille, elle féconde plein de fruits, plein de tomates. Elle bosse. Voilà, nous, elle nous permet de manger quand même. Voilà, mais en fait, aucune espèce ne sert à quelque chose. Il faut juste qu'on trouve à cohabiter pour l'avenir. Mais donc c'était un très beau film pour ça. Merci. Mais en fait, je ne sais pas si vous avez vu, le chien, alors d'abord on juge comme une chose, après on essaie de juger comme un individu, et après on voit bien que ça ne marche pas. Puisque un pédophile, c'est pas la même chose qu'un chien qui mord. Un homme qui mordrait, c'est pas la même chose qu'un chien qui mord. Donc c'est pas les mêmes règles. Enfin oui, mais franchement, je suis pas nickel en droit. J'ai simplifié aussi pour que ça sonne bien, parce qu'une chose, ça sonne bien, quoi. Ça sonne mieux que bien meuble ou on comprend pas bien. Oui, c'était une question plus du côté du producteur. Puisqu'au début, il est là. Voilà. Mais c'est en fait c'est vous deux, c'est pour vous deux, c'est-à-dire que. Il est réveillé. On a compris que on sait produire, créer un film et le distribuer, c'est un long combat, il y a plein d'obstacles. Vous avez sous-entendu, dit en début de vos interventions, que le film, ça n'avait pas été facile par rapport au sujet, au financement.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? J'ai pas dit ça exactement. Ah bon, alors c'est... Non, c'est toujours assez difficile, mais le film de Laetitia, ça a été plutôt simple. D'accord. Parce que c'est d'abord Laetitia qui était déjà assez identifiée, le scénario a beaucoup plu, assez rapidement en France, hein. Je crois qu'on n'a pas eu de revers énorme. Oui, le CNC, etc. Mais on a trouvé du financement assez vite, et puis finalement ça a été plus long à l'écriture qu'au financement. Ah bah oui, quand même. Très rapidement, on a trouvé l'argent pour faire le film, et voilà, c'est pas le cas de tous les films. Celui-là, la réponse voilà, est assez simple. D'accord, merci. Une question pour Laetitia. Est-ce que vous avez vu Femme qui court avec les loups? Oui. Donc voilà. Vous défendez le côté sauvage des loups, le côté sauvage des femmes. Ouais, en fait, le côté... la femme créatrice, en fait, la femme qui a la besoin nature, moi. Voilà. Je pense que c'est que ma nature, qui je suis vraiment, je sais pas. J'aimerais bien le savoir. Je pense que Cosmos, il doit se poser les mêmes questions au fond de lui. Merci. Petite dernière. Ah, mais c'est notre copine. Oui. J'ai une question concernant le traitement de la violence dans votre film. La violence est présentée à différents niveaux. On voit bien que la société, petit à petit, par un effet de foule, s'anime, se déchaîne. On en vient à des scènes qui ne sont pas sans rappeler, par exemple, des émeutes, des manifestations qui dégénèrent, de la casse. Il y a aussi la violence du personnage principal qui, parce qu'elle est tellement sur les nerfs à un moment, alors qu'elle essaye de calmer le jeu lorsque deux automobilistes se prennent le chou, intervient, qu'elle est elle-même prise à partie et que sur le moment elle n'a pas d'autre réaction que d'elle-même aller dans la violence. À chaque fois, ce que vous montrez avec vos personnages, c'est que il y a des... c'est peut-être maladroit, mais il y a des raisons d'aller vers la violence. Et vous mettez beaucoup de nuances, en fait, dans les situations, parce que des personnages qui, au départ, paraissaient tout bons, tout gentils, peuvent, eux aussi, se montrer violents. Des personnages, à l'inverse, qui, passés pour violents, montrent leur humanité, très clairement le chien. Par contre, il y a une forme de violence qui est présente en fil rouge tout au long du film. C'est la violence que subit le petit voisin. Mais par contre, cette violence-là, on la montre moins, elle semble entre guillemets moins logique. Enfin, je veux dire, on voit moins l'enchaînement des circonstances. Et je me demandais du coup pourquoi vous aviez aussi fait intervenir dans votre film ce type de violence, et s'il y avait eu enfin si pour vous en fait si vous aviez voulu montrer différents niveaux de violence, différentes formes de violence, et montrer en fait à quel point on peut passer facilement de il est beau, il est gentil à on devient violent par accident en fonction des circonstances, on devient violent suite à un trauma. Pour le chien par exemple, on devient violent parce que on est au contraire le grand méchant loup, parce que clairement l'adulte qui tape le petit enfant, on n'a pas vraiment envie de le trouver sympathique. Voilà. Bah, moi le truc qui me fait... La violence elle est un petit peu partout, et on va parler du petit garçon, hein. Mais surtout on ne sait pas trop d'où elle vient, qui la produit. Qui commence. Et donc Avril, alors on est remise à foutre un coup de poing à la gueule à un mec, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est comme systémique, cette violence, elle peut surgir de n'importe qui et sur n'importe qui. Après le petit enfant c'est autre chose, le Joachim, le voisin c'est autre chose. Alors il y a plusieurs choses. Moi, c'est ce truc de la violence à travers les murs. Je sais pas si vous avez déjà connu ça. Ouais, c'est un truc. Ouais. C'est un truc parce que c'est flou. C'est très angoissant, c'est pas net, c'est dur.
Et il se trouve que quand j'écrivais ça, j'avais une voisine qui avait des soucis de violence. Et des fois, c'était une scène qui était dans le film à un moment donné que personne n'a dû voir peut-être qu'elle, mais j'allais toquer à sa porte avec du thé, comme si j'allais débarquer par hasard avec du thé, parce que j'entendais des cris juste pour voir si ça allait, mais je faisais semblant que c'était pour le goûter ou pour prendre le thé, quoi. Donc, et la violence à travers les murs, un enfant, l'enfance maltraitée, ça c'est un truc qui m'est très cher. Il y a un petit gamin qui prend des références, qui dit qu'il va s'en sortir, comme plein d'enfants battus qui s'en sont très bien sortis, Maria Callas, Christiane Taubira, Riyad Satouf. Oui, c'est un petit gamin. Et c'est vrai, c'est pas des enfants foutus, c'est pas parce qu'on a vécu des choses qu'on est foutus. Et je trouve ça beau comme chose à dire. Et puis, j'aimais bien une relation entre une femme et un enfant qui soit pas une relation maternelle à l'enfant, mais qui soit quand même quelqu'un d'important, une relation importante. Je trouvais ça super de décrire ça. Et encore, l'affaire de l'enfant n'est pas réglée. Dans un film, normalement, elle aurait dû être réglée. Sauf que c'est long, en vrai. Enfin, vous allez me dire, Madame l'avocate, peut-être mieux, mais ça se règle lentement. Ça traîne, ces trucs-là. Quand ça se règle. Surtout avec un enfant. C'est très flou, il dit non, non, il se passe rien, la mère, vous savez pas ce qui se passe vraiment. Quand on sait pas d'où on la ferme. C'est un espèce de truc de malaise. C'est pas réglé, il y a la dame qui raccroche le téléphone, et Avril, on la voit pas en train de rappeler, déjà il fait que j'avance dans mon histoire, mais ça me dérangeait pas que cette histoire soit pas réglée, parce que dans les films normaux elle aurait dû être réglée, et voilà, dans la vie je trouve que voilà. Franchement, ton film te ressemble, mais énormément, dans la manière dont tu parles, dont tu vis, dont tu respires. Le film, tu es drôle, tu es à la fois hypersensible, il y a tellement de choses chez toi qui sont dans ton film, et tu as mis tout ça dans ton film, et on est super fiers de le programmer la semaine prochaine. C'est pas vrai! Eh Mais tu la semaine prochaine? Ça veut déjà on peut faire une pub de malade? Voilà. Et il y a Étienne qui est en haut, c'est les jokers, les distributeurs du film. Et puis il y a même des grattoirs pour Charles, j'ai vu là. Parce que tout à l'heure, tu n'étais pas, il y avait Animalis. On a un partenariat avec Animalis, ça n'a pas marché. On a un entretien en 30 millions d'avis, je crois que ça aussi, donc voilà. Bon, bah Laetitia, merci beaucoup. Non, merci à vous.